Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 813 et l'épisode 814. Je commence la vidéo et je suis déjà en train de rigoler. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que j'ai oublié la semaine dernière de regarder l'épisode et de faire la critique analyse de l'épisode. C'est-à-dire que je suis revenu de Marseille, je me suis pressé de faire la critique analyse du chapitre. Après j'ai commencé à faire 2-3 autres vidéos et à préparer la convention de Reims et surtout celle du TGS. Et quand j'ai regardé mon épisode hier, je me suis dit mais merde, punaise, j'ai oublié de regarder un épisode. Et oui, j'ai oublié de regarder le 813. Donc voilà, cette vidéo sera un petit peu bizarre parce que elle va être en mode relax un petit peu, comme j'ai l'habitude d'ailleurs de faire un petit peu avec les autres critiques analyses des épisodes, parce que vous voyez derrière qu'il y a un carton, vous voyez que le PC est encore là avec le petit plan quand même, encore une fois, que j'ai fait, qui est juste à côté. Donc voilà, les épisodes, j'aime de plus en plus les regarder parce que il faut savoir, mais ça j'en reparlerai à la fin, que Isaku Inoue, une personne pour qui j'ai énormément d'estime, qui a travaillé justement pendant la grande période de l'animation au niveau de One Piece, revient et on voit que les épisodes sont quand même très très bons, donc ça on va en reparler juste à la fin. Et surtout on est en train d'arriver dans du climax, c'est-à-dire que oui, j'aime bien faire ça parce que ça s'appelle le point de bascule, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est en train de se mettre en place là on est vraiment dans de la tension et c'est très très bien retranscrit dans les épisodes. Alors de quoi on va parler dans cette critique analyse? On va parler d'ailleurs de la folie de Big Mom, du dialogue qu'il y a eu entre Big Mom et Luffy. On a eu des informations par rapport à Barbe Blanche et encore une fois, il est très très bon de mettre le parallèle de faire le parallèle entre Barbe Blanche et Big Mom. Je suis en train de penser à Big Mom avec la barbe. Non, c'est pas parce que Big Mom c'est une vieille puis qu'elle a du poil un petit peu partout, hein. D'ailleurs ça se voit pas qu'elle a du poil, c'est n'importe quoi. Elle a peut-être du poil au pad, je sais pas. Ouais, ça va partir en live. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Senji qui est en train de faire n'importe quoi. Pudding, vraiment un très très bon traitement au niveau de Pudding. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ces épisodes, c'est tout le travail qu'il y a derrière Chopper et derrière Carrot, qui est beaucoup mieux dans l'anime que dans le manga. Et justement en parlant d'anime qui est mieux que le manga, le passage avec Pedro et Brook quand ils viennent là et qu'il y a le solo de guitare un petit peu avec Brook, c'était vraiment excellent. Encore une fois, beaucoup de plaisir à regarder ces épisodes et donc beaucoup de plaisir à faire cette critique analyse des épisodes de la semaine dernière et de la semaine d'avant, l'épisode 813 et l'épisode 814. On va commencer par parler de Big Mom et aussi du foreshadowing que aime bien mettre en place Ishiroda, c'est-à-dire qu'il met un élément en place il y a très 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 longtemps et il le ramène seulement que maintenant. Là on en a eu deux, on en a eu un premier avec le Tamatebako. Avant je disais Tametebako, mais non c'est bien le Tamatebako, je vais y arriver. Donc pour ceux qui ne se rappelleraient pas, on va faire une petite piqûre de rappel. Au niveau de l'île des hommes poissons, il y avait le trésor national qui était un trésor et je n'ai pas fait de vérification là je fais ça de mémoire. Dites-moi si je me plante dans les commentaires, mais il me semble que c'est là-dedans qu'il y avait les stéroïdes qu'a utilisé Audi et son équipage. Donc face à cette menace, le roi Neptune a décidé de tout enlever et de mettre un explosif là-dedans, comme ça si quelqu'un voulait le prendre et voulait l'ouvrir, eh bien le coffre lui sauterait à la gueule. Sauf que quand l'île des hommes poissons ça s'est terminé, pour remercier les Mugiwara, le roi Neptune a dit bah allez dans la salle des coffres et prenez tout ce qui vous fait plaisir. Donc ils ont pris plein de trucs et ils ont pris aussi le Tamatebako. Et comme ils avaient mangé des bonbons et que Big Mom était complètement furax, et bien Luffy lui a dit bah si pour m'excuser d'avoir mangé les bonbons, tu peux prendre tous les trésors. Et là ce qui se passe c'est que dans les trésors il y avait le Tamatebako et Big Mom est complètement folle de ça. C'est-à-dire qu'elle a vu qu'il y avait le trésor national, elle s'imagine que c'est un truc absolument superbe, et le pire, en plus, vu qu'elle veut se vanter face à tout le monde qui va être là au mariage, vu qu'il va sûrement y avoir des ouvertures de cadeaux, c'est toujours les choses qui sont traditionnelles quand il y a un mariage, eh bien, elle veut prendre le Tamatebako et elle veut l'ouvrir devant tout le monde, donc ça va lui exploser à la gueule. C'est sûrement un truc qui va arriver plus tard. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ça, on en avait entendu parler sur l'île des hommes poissons, et on en entend parler maintenant. Que maintenant, ouais c'est ça, que maintenant, c'est-à-dire à plus de plusieurs centaines de chapitres plus tard. Et c'est ça que j'aime bien dans Ishiroda, c'est-à-dire qu'il arrive toujours à mettre des trucs en place et qu'on oublie, et après que le truc ressurgit. Et il y a un truc d'important, c'est qu'on voit que Big Mom est complètement folle du Tamatebako. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est là, qui avertit, c'est le chapeau qui reçoit le signal d'alarme, qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle au trésor, elle s'inquiète pas par rapport au Road Poneglyph et par rapport au Poneglyph, elle s'inquiète par rapport au Tamatebako. Et ça montre
qu'elle est vraiment proche de tout ce qui est matériel. Et ça, c'est en totale opposition par rapport à Barbe Blanche. Parce que quand on voit un flashback sur Barbe Blanche, il est là et il y a un trésor et les autres lui disent bah prends ta part de trésor. Et là, Barbe Blanche lui dit non, moi mon trésor c'est autre chose. Et le trésor de Barbe Blanche, c'est quoi? C'est la famille. Alors que pour Big Mom, la famille c'est totalement à part, elle a vu la richesse, donc ça on va en reparler tout à l'heure. Encore une fois, c'est un petit truc qui est mis en place et c'est un petit truc que j'aime bien. Et parlons d'un autre truc qui a été mis en place et qui concerne aussi la famille, c'est tout simplement Lola. Quand Lola a dit qu'elle a une vive carte et que la vive carte appartient à une pirate qui est importante dans le Nouveau Monde, nous à l'époque on pensait pas que ça allait être un Yonkou. Et c'est au fur et à mesure du temps qu'on a appris que c'était la vive carte de Big Mom. Et là justement, comme il y avait cette vive carte, c'était un moyen qu'avait mis Ichiro Oda pour qu'il puisse être, c'est ce qu'on pensait, délivré de la prison. C'est-à-dire que on s'imaginait que Big Mom, quand elle allait apprendre que la vive carte était de Lola et que Nami allait dire que Lola est une amie et Lola lui a même dit que c'était sa sœur, on s'imagine, bah tiens, Big Mom va être reconnaissante et par rapport à ça, elle va dire bon bah allez les Mugiwara, vous pouvez partir, je vous laisse la vie sauve. Sauf que ça a été un truc totalement en inverse, c'est-à-dire qu'elle était déjà assez furax et là d'avoir appris qu'ils ont des informations sur Lola et que Lola est une amie, ça l'a rendu dans une colère folle. Pourquoi? Parce que Ichiro Oda met encore un truc qui est complètement fou, c'est-à-dire que Lola elle est partie au moment où il allait avoir un mariage arrangé. Le pire c'est que c'était pas un petit mariage, c'est vraiment un gros mariage, parce qu'elle dit bien que si Lola n'avait pas fait la conne, et d'ailleurs elle veut même envoyer un assassin pour tuer Lola, et elle dit bien Nami, de toute façon après le mariage je vais te torturer pour que tu me dises où est Lola, tu vas me le dire. Et on voit Nami qui a quand même un petit peu peur, et ça se comprend quand tu vois une folle comme ça qui veut te soutirer des informations, je pense que tu préfères mourir tout de suite. Et ce qui se passe c'est que Lola est partie au moment d'un mariage, et ce mariage aurait pu lui apporter énormément de puissance, et avec cette puissance, Big Mom aurait pu tuer, enfin aurait pu destituer Kaido, Shanks, et elle dit bien et même Barbe Blanche. Là je vais faire une petite parenthèse sur le et même Barbe Blanche. Ça montre que parmi tous les empereurs, Barbe Blanche était à un niveau au-dessus des autres. Barbe Blanche, vu qu'il n'était pas intéressé par le pouvoir, vu qu'il n'était pas intéressé par les trésors, vu qu'il n'était seulement intéressé que pour avoir une famille, je pense que c'est pour ça qu'il était raisonnable. Imaginez la puissance de Barbe Blanche dans la mentalité, avec la mentalité d'un Barbe Noire. Je pense que Barbe Blanche avait peut-être les moyens de détruire tous les autres. Peut-être pas Shanks, mais peut-être de foutre quand même une très grosse merde. Donc ça, c'est le petit parallèle. Et donc, Big Mom dit bien que si elle avait eu la puissance, elle aurait pu destituer les autres et devenir la reine des pirates. Ce qui est énorme. Et là, on peut se poser une question. Quelle peut être la puissance qu'elle aurait obtenue au point de pouvoir destituer les autres? Là, on a deux choix. Le premier choix, c'est tout simplement un mariage qui aurait été arrangé, attention, tenez-vous bien, avec un Tenryubito. Pourquoi? Parce que les Tenryubito, même s'ils se sentent au-dessus, ils doivent peut-être penser qu'il peut y avoir des problèmes avec les empereurs et qu'à un moment ça peut chier pour leur gueule. Et donc si un Tenryubito en fourbe aurait voulu faire un mariage avec une fille d'un empereur, ils auraient pu utiliser la puissance de l'empereur et on ne sait pas où est la quatrième Road Poneglyph. Imaginez que la Road Poneglyph soit au niveau de Marijoa. Peut-être que justement Big Mom aurait eu la puissance de Tenryubito, l'argent, etc. Accès à l'autre Poneglyph et ainsi obtenir les 4 Road Poneglyph et savoir où était Raftel et donc devenir la seigneur des pirates. Là, parce que on voit bien que les Tenryubito, on l'a vu justement par rapport au Goresei, quand il y a l'amiral en chef Akainu qui monte, il dit bien que le Goresei n'est que la marionnette des Tenryubito. Donc, il se peut qu'un Tenryubito ait pété les plombs et se dise, bah tiens, moi je vais m'allier avec une Yonkou pour devenir hyper puissant, pour avoir le contrôle. Ça, c'est parfaitement imaginable. Et après, l'autre chose auquel j'ai pensé, c'est tout simplement que ça pourrait être un mariage avec les géants. Là, on a plusieurs éléments qui ont été mis en place. Premièrement, le fait qu'on n'ait pas encore vu de géant. Deuxièmement, le fait qu'elle-même, ça soit une sorte de géante, parce qu'on a vu sa taille. Troisièmement, il y a l'air de s'être passé quelque chose, parce que quand Zaji en parle à Big Mom, elle pète les plombs en disant non, 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 ils sont cachés et tout, vous les avez pas vus, c'est normal, mais on voit qu'elle vient quand même assez énervée. Et quatrièmement, et pour moi le plus important, c'est tout simplement qu'elle a demandé à César
de trouver cette méthode de faire de la géantification pour créer des enfants géants et pour créer, pourquoi pas, des adultes géants. C'est peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose à travers ça. Donc tout est en train de se mettre en place et peut-être même qu'elle est en train de chercher la technologie du Gamma Double Six qui a réussi à devenir des clones. Et comme on sait justement que Jadji a travaillé sur l'ADN, qu'il a travaillé aussi avec César, peut-être que Big Mom a eu cette information et qu'elle essaye d'avoir la technologie du Gamma Double Six pour créer quelque chose comme ça. Donc on ne sait pas, mais ça pourrait franchement quand même se tenir. Donc voilà, après d'autres choses qui pourraient obtenir une grande puissance, je pense pas que ça soit un mariage avec un autre empereur, parce qu'elle a dit justement qu'elle aurait pu destituer les autres empereurs. Et après je ne vois pas un autre pirate ou un autre groupe, peut-être à la rigueur se marier avec O'Hara, mais O'Hara est quand même détruit depuis longtemps, donc il y en a peut-être plus qui existent. Donc voilà, au niveau puissance, je vois ces deux choix de possibles. Et là, je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau du Gamma Double Six et de l'importance de sa technologie. Le mariage de Pudding a l'air extrêmement important pour Big Mom et on voit qu'il y a un traitement qui est en train de se faire au niveau de Pudding qui est assez important. Premièrement, on la voit au niveau de la chambre où elle est toute seule, elle a l'air triste. On apprend que la robe qu'elle a choisie a été refusée par Big Mom et que c'est Big Mom qui lui impose sa robe. Alors, pour les filles qui regardent ces vidéos ou pour vous les mecs, que la fille ne puisse pas choisir sa robe de mariée, c'est un truc qui est hyper grave. Autant nous, de pas avoir le costume qu'on veut, on s'en bat un petit peu les uns, bon, mais une fille, je pense que c'est vraiment le truc hyper important pour elle. Donc déjà, ça le fait pas. On voit après qu'elle part et qu'il y a une pluie qui tombe et que la pluie se mêle à ses larmes et elle pleure en pensant à Lola. Donc il y a encore une fois un parallèle qui est fait entre Pudding et Lola. On voit en plus qu'il y a quelques petits flashbacks où Big Mom lui dit à chaque fois tu es une gentille poupée, tu es une gentille personne, mais surtout en un sens reste à ta place. C'est ça qui est assez important, c'est-à-dire que Pudding, peut-être qu'elle aussi, elle veut partir, elle aussi veut s'échapper. Et même contrairement à Lola, si elle a l'air d'être contente de trouver de Mari en tant que Senji, peut-être que là Shiroda est en train de nous mettre en place la délivrance de Senji. C'est-à-dire que ce qui serait génial, c'est-à-dire que ça se terminerait pareil et Big Mom serait complètement folle. Imaginez que Pudding arrive à libérer Senji pour l'amener au Mugiwara et qu'après ils puissent tous partir, Big Mom deviendrait complètement folle. Ça ferait 2 fois de suite qu'elle louperait son mariage. Et là, imaginez la folie. Et là, on pourrait imaginer après la chute de Big Mom. Parce que par rapport à sa folie, elle ferait peut-être une connerie. Et après, il pourrait l'attaquer pour faire la chute. Et ce qui me fait en plus penser à ça, c'est-à-dire que quand on la voit arriver dans l'endroit où il y a les livres prison, elle s'excuse de ne pas être venue au rendez-vous, on la voit en larmes, elle dit que Senji lui l'a demandé en mariage. Dans le teaser qu'on a de l'épisode prochain, on la voit pleurer et partir. Donc là, d'ici que Oda nous montre pas le sacrifice de Pudding pour permettre à Senji de partir, et franchement il n'y a pas loin, parce que quand on voit la narration, quand on voit tout ce qui est mis en place, on va vers ça. On va vers ça. Bon, et puis on va parler un petit peu de Senji. Alors Senji, totalement, je sais pas quoi utiliser comme qualificatif par Senji, totalement perdu. Il espère encore une fois que Big Mom tiendra sa parole et que les Mugiwara pourront partir. Et lui dit bien que tant qu'il sera marié à Pudding, le Baratie sera tranquille. Ça, c'est par rapport au Gamma Double Six. Donc encore une fois, on a un petit truc qui se met en place. Et quand j'avais lu les mangas à cette époque-là, je détestais Senji. Franchement, même si, encore une fois, je comprends pourquoi il fait ça. Là, dans l'anime, je l'aime plus. Toute cette folie qu'il y a autour de lui avec le Pudding Chuan, les cœurs, les trucs qui tournent, le voir aller cueillir les fleurs, ça... Tu le vois qu'il est désespéré et que tout le réconfort maintenant, il va essayer de le chercher avec Pudding. Et ça le rend plus humain et ça rend tout son... Encore une fois, je trouve qu'avec l'anime, on arrive à mieux ressentir les sentiments. Donc, avec l'anime, je dirais que j'excuse un peu plus la faiblesse de Senji. Et vu que je suis en train de parler des choses que j'ai préférées dans l'anime plus que dans le manga, et bien là, on va parler de 2 choses qui sont absolument excellentes. C'est le traitement de Carrot et de Chopper, et surtout, le traitement
de Brook. Pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous avez remarqué qu'il y a quelques mois, j'avais pété les plombs contre One Piece par rapport au traitement qu'il y avait au niveau de cet arc Toadland, et il y avait des trucs que j'avais trouvé complètement bizarres, et l'un de ces trucs, c'était justement le dénouement qu'il y avait eu au niveau de Chopper et de Carrot, vu qu'ils étaient prisonniers dans la maison de brûlé. C'était par rapport justement au fait que Carrot était une grenouille et qu'elle était planquée tout en haut. Carotte, la vraie carotte, hein, pas la grenouille, et c'était amené comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que dans le manga, vu qu'Ichiro Oda explique beaucoup de choses, mais des fois va très vite, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas beaucoup de cases pour présenter les choses, le truc avait été vraiment brusque, le truc, et on s'était posé la question, mais comment ils avaient fait pour transformer Carotte, comment ils avaient fait pour transformer Carotte en grenouille. On se demandait si c'était, parce que c'est Chopper qui l'expliquait, donc dans le manga, on se posait la question de savoir si c'était lui qui avait pris le miroir, vu que c'était un pouvoir de brûler, on n'arrivait pas à comprendre comment brûler n'était pas au courant que le crapaud était Carotte. Voilà, c'est ça. Sauf que là, dans l'anime, vu qu'ils mettent toujours des choses à rallonge, vu qu'ils étirent un tout petit peu, qu'ils présentent des choses qui ne sont pas dans le manga, là, on a vu des choses qui sont utilisées maintenant. Et là, d'un point de vue narration, l'anime a beaucoup été mieux fait que le manga. C'est-à-dire qu'on voit bien, au moment où on voit tous les animaux sortir des miroirs et devenir Carotte et aussi devenir Chopper, le crocodile, quand il est arrivé, il a enchaîné la mauvaise carotte. Et ça, c'est super important. Et après, on voit bien que la carotte qui est au bout de la corde, on voit bien qu'elle fait croix-croix, et on voit bien qu'elle a la voix au-dessus de carotte. Et c'est-à-dire, tout se met très très bien en place. On voit aussi que c'est un plan qui a été prévu à l'avance, et tout se tient. Et tout devient logique. Et c'est ça qui est vraiment excellent. C'est-à-dire que ce n'est plus une sorte de coup de sort ou un ressort comique. Non, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place bien en avant. Et ça, bah encore une fois, c'est bien fait et j'ai apprécié. Par contre, et la chose que j'ai vraiment adoré, c'est tout simplement le combat de Pedro et le combat de Brook. Alors, autant vous le dire tout de suite, Brook qui fait de la guitare avec son âme derrière qui était géante, c'est l'un des plus beaux passages de cet arc Toadland. C'est un power-up au niveau de Brook qui est absolument fou. D'ailleurs, je vous invite, pour vous qui ne l'avez pas encore lu, j'ai fait une petite vidéo de théorie à l'époque sur le futur pouvoir de Brook qui est vraiment pas mal. Hein. Enfin, pas la vidéo en elle-même, mais je veux dire que le traitement qu'on a de Brook ici apporte vraiment beaucoup de réflexion. Et le fait d'avoir mis la guitare, le fait d'avoir fait tout ça, c'est génial. Quand on a le Brook qui est derrière, et en plus que ça soit lui qui rigole et que t'entends ça fait yo ho 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 ho. Oui, là je suis en train de faire un petit peu le Père Noël. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient, vu que j'ai besoin d'argent en ce moment, je peux me déguiser en Père Noël et faire le Père Noël si certaines personnes, si vous voulez. Enfin, non, ça c'est n'importe quoi. Le Brook qu'on a là, il est excellent. Et en plus, ce que j'adore, c'est qu'on a toujours, et ça c'était pas dans le manga, c'est vraiment dans l'anime, on a toujours le côté comique de Brook, qui est avec ce côté badass. C'est-à-dire que quand tu vois la porte qui se referme et que tu le vois arriver, enfin tu le vois pas, et que les autres ferment la porte et que tu le vois juste à côté, on va dire putain il était moins une et tout, et tu le vois respirer, c'est un côté comique qu'on aime. Quand tu le vois prendre la guitare et essayer de régler, d'accorder la guitare et tout, c'est comique parce que tu le vois hurler et tout, et c'est le côté génial de Brook. Brook, grâce à ça maintenant, mais je l'adore, vous imaginez pas combien je l'adore. D'ailleurs, hop, hein, je vous fais voir ça, mais cette petite figurine maintenant, je l'adore. Voilà, cette petite figurine, allez top. Donc voilà, ça c'était le petit truc. Hop, je vais enlever ça, je vais mettre ça ici. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Enfin bref. Tout ça pour dire que le traitement de Brook est bon et ça apporte plein de trucs. Il est le contre parfait du pouvoir de Big Mom. C'est-à-dire qu'il est plus puissant que la vive carte, que l'utilisation de la vive carte qu'il y avait eu au niveau du combat qu'il y avait eu sur la plaine avec Luffy et Nami. Il arrive à faire enlever l'âme de Big Mom à l'intérieur des soldats. C'est complètement fou. Et imaginez un combat contre Big Mom.
ça, des combats avec de l'âme et tout, puis qui fassent de la musique. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais on l'a encore là, on a une sorte de parodie des films de Disney avec toute cette musique. On voit Big Mom qui est en train de chanter avec les autres, ça reprend un petit peu toute cette folie qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles, etc. Et imaginez un combat de chant avec Big Mom, quand on voit toutes les attaques avec ses âmes et tout, ça pourrait être vraiment génial. Et il y a aussi un dynamisme du combat de Pedro quand il court sur les murs, quand il envoie les bombes, quand il y a des explosions et tout, c'est génial. D'ailleurs on voit bien une différence entre les deux épisodes dans la manière dont les personnages ont été dessinés, la manière dont il y a eu les explosions. On arrive un petit peu dans le old school qu'on avait justement à l'époque. Il y a aussi un bon traitement par rapport à Smoothie, qui attend justement Brooke sortir, parce que quand il aura tout piqué, vu qu'il n'y a qu'une seule porte, il est obligé de sortir. Et là, imaginez que Brooke ait le pouvoir de faire sortir son corps, et imaginez qu'il ait le pouvoir de rendre les choses matérielles, immatérielles, et de pouvoir partir. C'est-à-dire qu'il arrive à niquer la gueule de tout le monde à l'intérieur. Imaginez que Big Mom n'ait pas le temps d'arriver pour voir ce qui se passe, et que lui, il arrive à partir par l'arrière, et qu'il arrive à s'en sortir. Ça serait absolument jouissif. Il y a des bonnes choses qui sont en train de se passer. Et là, je vais parler un tout petit peu de ce qui est de l'animation. Je suis content que ma vidéo anime versus manga ait poussé des gens à recommencer à regarder l'anime. Parce que en ce moment, l'anime est bon. C'est-à-dire que moi, je prends énormément de plaisir à regarder les épisodes, même si je sais ce qui va arriver plus tard. Parce que, encore une fois, les épisodes apportent un complément. Et surtout de savoir que Isaku Inoue retravaille maintenant sur l'anime en tant qu'épisode directeur, on revient vers cet âge d'or qui était pour moi tout ce qui était Marineford, Thriller Bark, Shabondi, Enies Lobby, Water 7, c'est pour moi vraiment la période où l'anime était vraiment excellent, même si One Piece n'a toujours pas les moyens budgétaires de l'époque, on arrive quand même dans du bon travail. Donc voilà, c'était là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Continuez à regarder les épisodes, surtout quand on sait ce qui va se passer pour plus tard. Ça va devenir absolument génial. Il va y avoir des grands moments de fou rire, il va y avoir des grands moments de badassitude. Ça, je peux que vous le promettre. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette critique analyse d'épisode. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, partagez, parlez-en autour de vous. Défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.